Certains voudraient que vous baissiez les yeux. Bientôt, vous ne pourrez plus boire ou manger comme autrefois. Avec le Covid, on vous a caché la vérité sur les masques et le dépistage massif. Petit à petit, ce que l'on pouvait dire hier n'est plus possible aujourd'hui. Google et YouTube nous pénalisent. Ce n'est pas un hasard si la loi Avia qui restreint nos libertés est la première loi votée après le confinement. On commence à vous habituer à obéir servilement et pister vos déplacements. Petit à petit, on vous apprend la soumission. Mais il y a des lueurs d'espoir. Ne les gâchez pas. Entrez en résistance. Vous avez les clés de TV Liberté. Business, lobbying et compromission, tout ce qu'on ne vous dit pas sur la PMA est dans un livre édité aux éditions Teki et puis sur TV Liberté, puisque nous accueillons l'auteur de cet ouvrage PMA, ce qu'on ne vous dit pas, Olivia Sarton, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes juriste et directrice scientifique de l'association Juristes pour l'enfance et donc auteur de cet ouvrage dense. Votre point de vue, il est simple, il part d'un postulat. Les instigateurs de l'extension de la PMA, en France notamment, ne se soucient pas des prétendus droits des femmes homosexuelles ou des femmes seules, mais encore moins même de la possible confiscation d'un droit des femmes. Est-ce qu'on peut dire vraiment cela ? Oui, je pense qu'on peut le dire. La meilleure preuve en est que lors de l'adoption du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet de loi bioéthique qui était annoncé comme voulant offrir un droit aux femmes seules ou aux couples de femmes a ouvert la PMA à tous sans condition, c'est-à-dire à tous, quand on dit à tous, c'est en premier lieu aux couples hommes-femmes sans condition d'infertilité. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un business énorme, il y a des enjeux financiers énormes, et ce sont ces enjeux financiers qui sont convoités par les promoteurs de ce projet de loi bioéthique. Alors là, vous le dites clairement dès le début de l'ouvrage, d'ailleurs, vous dites la PMA, c'est un marché, voilà, un business, dont le vaste champ des technologies NBIC, on pourra peut-être expliquer ce qu'est cette terminologie, et comment dire, le vaste lieu de développement de ces marchés financiers qui sont monstrueux. Dans les NBIC, on va juste s'attacher aux B, qui sont les biotechnologies, et effectivement, la PMA fait partie de ce business de la biotechnologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, vous allez pouvoir trouver des études, des analyses de ce marché de la biotechnologie, de la même manière que vous pourriez trouver une analyse du marché de la construction économique, dans lequel on va vous donner les chiffres d'affaires aujourd'hui, les grands acteurs du marché de la procréation, la tendance sur 5 ans, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il ne faut pas investir. Donc on est vraiment sur un business comme un autre, et c'est un business qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Est-ce que ça suffit à expliquer cette volonté de PMA ? Pour vous, c'est prioritairement une question de rentabilité. On fait du business, on fait de l'argent. Oui, d'ailleurs, vous voyez, aux États-Unis, on parle de techniques de reproduction assistée et non pas de procréation médicalement assistée. Et le but avéré des scientifiques américains soutenus par les financiers, c'est soit que dans 20 ou 30 ou 40 ans, il y ait une totale discrédit jeté sur la procréation naturelle et qu'on passe tous par la procréation artificielle. Pourquoi ? Parce que la procréation naturelle, ça ne rapporte aucun chiffre d'affaires. La procréation artificielle, ça rapporte des chiffres d'affaires très importants pour les acteurs que sont les cliniques de fertilité qui sont détenues par des fonds d'investissement, des banques de gamètes, des industries, etc. etc. Mais qu'est-ce que je dois comprendre ? C'est-à-dire que dans les années à venir, vous pensez que la procréation naturelle sera bannie, honnie, interdite ? Alors moi, je ne sais pas si je le pense, mais en tout cas, c'est probable quand même. C'est ce que pensent les tenants du marché. Moi, jusqu'à maintenant, je ne le pensais pas, mais c'est ce que pensent les tenants du marché. Pourquoi ? Parce qu'eux ont intérêt à développer ce business pour des motifs financiers, et ils arrivent à convaincre les personnes de recourir à la PMA. D'abord parce qu'on les convainc qu'il faut d'abord s'épanouir soi-même, et donc on repousse l'âge de la procréation de plus en plus loin. Donc si on repousse l'âge de la procréation, on se retrouve contraint ensuite de passer par une procréation artificielle, et parce que l'objectif de ces scientifiques, c'est qu'on ait aussi des enfants qui soient déterminés selon certains critères. Ils prétendent ainsi vouloir éradiquer un certain nombre de maladies, et donc finalement on n'aurait plus que des enfants très normés selon les déterminations choisies
pour les parents ou futurs parents par les scientifiques. Quand on prend conscience, et dans votre ouvrage, on voit les chiffres de ces incroyables intérêts financiers autour de ce marché de la PMA, est-ce qu'on peut évoquer aussi, on le voit bien actuellement dans la crise du Covid avec les conflits d'intérêts avec Big Pharma, est-ce qu'on pourrait penser aussi que là, on va être placé devant ce type de conflit d'intérêts? C'est un sujet qui est très délicat à creuser, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, je n'ai pas vraiment trouvé de nom, ça m'aurait intéressé de trouver les noms des acteurs qui étaient intéressés par ces conflits d'intérêts directement en France. Mais ce qui est certain, c'est que quand on voit la force des lobbying qui sont derrière et les enjeux financiers, forcément, il y a des conflits d'intérêts. Le projet de loi de bioéthique, c'est un projet qui est porté beaucoup par des scientifiques et des médecins, notamment dans nos parlementaires. Il y en a un certain nombre qui étaient médecins. Quels sont leurs liens avec les financiers qui sont derrière? C'est une chose qu'il faudrait creuser. Il y a pour ça des institutions qui devraient le faire. Il y a des journalistes d'investigation. C'est vrai que j'aimerais qu'il y ait une vraie clarté, clairvoyance sur les intérêts qui peuvent être derrière ce marché de la procréation. Si je suis bien, vous dites par exemple Agnès Buzyn, on dit aujourd'hui il y a conflit d'intérêts et on lui fait ce procès à tort ou à raison. Et là vous dites il y a des gens qui portent la PMA, qui sont des médecins et possiblement on leur a jamais posé la question de savoir si... J'interroge. Je trouve que c'est une question qui devrait être posée. Et on leur a jamais posé la question par contre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas vu que la question leur a été posée ni qu'elle y soit répondue. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être creusé. Quand on voit les enjeux qui sont derrière, quand on voit les risques, les désordres que cela entraîne, il y a un vrai sujet. Vous insistez tout au long de votre exposé sur le poids financier, on vient de le faire à l'instant, de la PMA, sur le budget, par exemple, pour l'assurance maladie. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle de notre société que de faire prospérer ce droit que vous considérez comme incompréhensible et inéquitable ? Alors, le rôle de l'assurance maladie, c'est de prendre en charge des maladies, comme son nom l'indique. Donc, si on parle de chiffres, la procréation naturelle, ça coûte 0, la conception d'un enfant. La conception d'un enfant par insémination artificielle, c'est aux alentours de 7 000 €. Celui par FIV, c'est environ 14 000 €. On va rappeler par FIV. Fécondation in vitro. Donc, c'est environ 14 000 €, c'est-à-dire que c'est un vrai chiffre d'affaires. Le budget global, la Cour des comptes l'a fait pour la première fois en 2019. Donc, elle a donné les chiffres pour l'année 2016. Elle a estimé qu'en 2016, le poids de la PMA pour l'assurance maladie, c'était environ 295 millions d'euros. C'est à 300 millions globalement. 300 millions, sachant que c'est un chiffre qui devrait être majoré, puisque je dis que dans ce chiffre, ils n'ont pas pris en compte les jours d'arrêt maladie induites par le processus de PMA. Ils n'ont pas pris en compte non plus le surcoût, malheureusement il faut le dire, le surcoût médical engendré par le fait qu'un enfant conçu par PMA présente plus de risques de désordres médicaux qu'un enfant conçu naturellement. Donc si on faisait une étude objectivement scientifique et chiffrée, on devrait rajouter au coût de la PMA, au poids de la PMA pour l'assurance maladie, le coût aussi de ces désordres médicaux. 295 millions d'euros, c'est déjà un coût non négligeable, 300 millions, vous l'avez dit, par rapport aujourd'hui à la crise sanitaire qu'on vient de traverser. On voit bien que l'assurance maladie, si elle n'a pas été capable de faire face à un certain nombre de besoins pour juguler cette crise, c'est parce qu'on disperse l'argent sur des domaines qui n'ont pas à être pris en charge. La règle de l'assurance maladie, c'est la prise en charge avec le ticket modérateur. Or, cette règle ne s'applique pas à la procréation médicalement assistée. 300 millions d'euros, c'est l'achat d'un demi-milliard à 1 milliard de masques, par exemple. Tout à fait. Alors, l'argument que vous développez, qui est de dire globalement, ce n'est pas une maladie, et pourtant l'assurance maladie intervient comme telle, c'est aussi le fait que vous dénoncez que cette prise en charge soit de 100% de la PMA par l'assurance maladie, et vous dites que ça ne respecte pas les critères d'efficience, c'est le rapport entre le coût des soins et la qualité des services rendus aux malades. Voilà, tout le monde le sait, par exemple, il y a eu le déremboursement dernièrement de l'homéopathie, qui avait suscité quand même pas mal de controverses, puisque les partisans de l'homéopathie soutiennent que ce genre de traitement est efficace et donc qu'il devrait continuer à être pris en charge par l'assurance maladie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La procréation médicalement assistée, les chiffres en France, le pourcentage de réussite, c'est environ 16,9%, c'est-à-dire qu'une femme qui s'engage dans un parcours de PMA qui va durer des années, avec de multiples tentatives, elle a seulement 16,9% de chances d'avoir au final un enfant. Et donc le critère d'efficience qui prévaut dans tous les autres domaines n'est là pas appliqué. Si les parcours de PMA ne sont pas efficaces, pourquoi les prendre en charge à 100% alors qu'on pourrait privilégier des parcours comme la naprotechnologie qui sont beaucoup plus efficaces puisqu'ils ont des taux de réussite de 35%,
qui sont un accompagnement beaucoup plus naturel des couples vers la procréation. Et pourtant, ils sont moins privilégiés, puisqu'ils vont être soumis au régime normal du techimodérateur dans la consultation des médecins. Ils sont donc moins privilégiés que la PMA. Alors, vous en restez pas, ça serait, et on va évoquer un autre sujet, parce que on pourrait, sur les questions financières, continuer, mais ce n'est pas seulement, c'est qu'une partie de l'ouvrage, vous allez beaucoup plus loin, notamment, vous dites, et je trouve que c'est une notion importante, qu'on occulte volontairement le danger que représente la PMA pour les adultes qui subissent les actes de PMA et pour les enfants qui en sont issus. Donc là, on touche vraiment au physique, à l'humain. C'est quelque chose qui est très surprenant parce qu'en France, il y a un véritable tabou là-dessus. Encore dernièrement, je lisais dans un journal, un magazine sur le net, que la PMA, c'était sans risque et que le seul risque, c'était le risque de l'échec. Or, c'est faux. Et dans les pays, pourtant, où ces techniques de procréation artificielle sont largement développées, ils ont beaucoup moins de complexes que nous pour réaliser des études scientifiques. Donc, j'insiste sur ce point. Ce sont des études scientifiques qui ont été menées par des organismes qui n'ont aucun intérêt à produire ces chiffres. Donc si eux les mettent au jour, c'est bien qu'il y a un véritable souci et qu'on ne peut pas les nier. Et ils démontrent notamment qu'il y a des désordres médicaux très importants pour les enfants lorsqu'ils sont conçus par PMA, dû au fait que les techniques de PMA elles-mêmes engendrent un stress cellulaire sur les gamètes utilisés pour la conception. Et donc par exemple, on a des risques de multiplication pour les enfants, une multiplication du risque de présenter un cancer infantile de 2 ou 2,45, une multiplication du risque de décéder avant 1 an, des malformations chromosomiques non congénitales nettement augmentées, comme des anomalies cardiaques. Vous avez des désordres épigénétiques, un risque de transmission d'infertilité aussi pour les hommes et pour leur descendance masculine. Vous avez aussi des risques d'autisme plus importants pour les enfants. Bref, un certain nombre de pathologies qui sont graves, qui sont importantes, et sur lesquelles, en France, on n'a aucune information. Alors que, si les choses étaient bien comprises, l'intérêt des patients, c'est d'être totalement informés sur les risques qu'ils peuvent encourir pour les enfants. Quant aux risques pour les femmes qui rentrent dans le parcours de PMA ou les couples, on a également des risques médicaux importants. On le sait, c'est les femmes qui subissent la plupart des actes nécessaires à la PMA. On a aussi des risques liés à l'état psychologique de ces femmes. Nombreux sont ceux qui les accompagnent et qui montrent qu'à la fin d'un parcours de PMA, elles se retrouvent avec des couples brisés, bien sûr, mais aussi des femmes épuisées, voire qui ne peuvent pas assumer le parcours de PMA qu'elles ont mené. Je lisais récemment l'ouvrage d'une psychologue qui est spécialisée en périnatalité et elle rapportait qu'il n'était pas rare que des femmes rentrent dans des parcours de PMA pendant des années et le jour où enfin elles sont enceintes, finalement elles avortent. Donc c'est vrai on voit bien qu'il y a un trouble psychologique qui est entraîné par ces parcours de PMA à répétition. Alors, pour être franc, je suis allé chercher un point de vue différent. J'ai été le chercher dans un magazine sulfureux, controversé d'ailleurs, le magazine homosexualiste Têtu. Et là, ils ont fait récemment une longue enquête sur le fait que les reports successifs de la PMA, de la loi bioéthique, puisqu'elle n'est pas encore votée, provoquent des souffrances sur la vie des femmes qui veulent certainement, peut-être même avec sincérité, fonder, comme elles le disent, une famille. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes ? Elles existent. Alors c'est sûr que les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui souhaitent avoir un enfant, en souffrent. On a quand même un désir et une souffrance exacerbée par la société. Vous citez le magazine Têtu, moi j'ai lu aussi pendant cette période de confinement une interview faite par une femme d'un couple homme-femme qui ne pouvait plus accéder à la PMA du fait de la fermeture des centres. Et elle soutenait qu'elle a été victime d'une discrimination par rapport aux couples hommes-femmes qui pouvaient procréer naturellement et qu'on devrait leur interdire de procréer pendant toute la période de confinement puisqu'elle ne pouvait pas accéder à son centre de PMA. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'irrationalité. Enfin, elle a été reprise dans les journaux. Il y a comme une irrationalité qui se développe autour de cette souffrance de ne pas avoir d'enfant et de ce désir d'enfant qui devient absolu. D'ailleurs, dans mon livre, je cite René Girard, et René Girard, il montre bien que le désir qui s'absolutise devient une tyrannie et un totalitarisme. Et on est bien dans cette optique-là, et quand le magazine Têtu que vous citez relate ou soutient une telle position, on voit bien qu'on est dans une prise en compte irrationnelle de ce désir d'enfant qui est prêt à légitimer n'importe quelle pratique pour pouvoir parvenir à ses fins.
Alors, dans un chapitre qui est intéressant aussi, qui s'intitule « La victoire contre les marchands du corps humain », vous affirmez que malgré tout cela, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité d'une technoscience, ajoutez-vous. Pourtant, même si les lois bioéthiques subissent des reports successifs, cela sera plié avant la fin du quinquennat. On voit bien que si on reporte le vote de la loi de bioéthique, c'est pas par une volonté politique de le faire, c'est tout simplement parce que le calendrier parlementaire ne le permet pas. Mais bien évidemment, la volonté est là et la majorité est encore là pour le faire. Alors, je vais vous faire deux réponses. D'abord, une très factuelle, c'est qu'aujourd'hui, on est sorti d'une crise sanitaire, mais on rentre dans une crise économique, chacun le dit, dont on ne connaît pas les conséquences. Donc, factuellement, on ne sait pas quelles conséquences cela pourra avoir sur le vote d'une loi bioéthique et dans quelles conditions une ouverture de la PMA pourrait avoir lieu. Ça, c'est la première réponse, mais c'est très factuel. La seconde réponse, c'est que si on réagisse tous par la peur ou par le fatalisme, comme voudraient nous faire réagir les tenants de ce parti, les promoteurs de ce genre de loi, bien effectivement, on a perdu d'avance. Mais si on reste convaincu qu'on peut continuer le combat, qu'on peut continuer à essayer de faire éclater la vérité qui, là, en l'occurrence, est pour moi le droit des enfants, le droit de l'enfant, c'est le plus faible d'entre nous. Si on peut arriver à convaincre les gens que quand on protège les droits du plus faible d'entre nous, mais on est tous protégés parce qu'on risque tous un jour, potentiellement, on pourrait tous un jour se retrouver dans la situation du plus faible, eh bien, le combat peut très bien aboutir. Donc, j'engage chacun à ne pas renoncer. Il y a régulièrement des actions qui sont mises en œuvre. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre. Nous, en tant que juristes, on essaie de se battre pour pouvoir refonder le droit sur la justice, qui commence donc par cette protection des plus faibles, et proposer d'autres pistes de réflexion. Vous citiez tout à l'heure la souffrance de ces femmes. Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait les orienter vers une autre forme de générosité et de fécondité, parce qu'on ne peut pas nier que sans doute elles sont de générosité. Bon, l'adoption, on peut toujours en discuter, mais à tout le moins, on parle beaucoup des enfants seuls, des enfants pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. C'est vrai que pendant ce temps de confinement, on a beaucoup parlé de ces enfants en situation de détresse. Il y en a qui gagneraient à être parrainés, il y en a qui auraient besoin de ce qu'on appelle famille d'accueil. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aide sociale à l'enfance, la famille d'accueil, ça peut être une personne seule. Et ces enfants, qui est donc une personne seule qui les élève au quotidien, qui se substitue aux parents qui sont toujours présents, eh bien, toutes ces personnes qui souffrent d'avoir un enfant, elles pourraient aussi se dire qu'elles auraient une belle mission à accomplir en s'occupant des enfants qui sont en situation de détresse dans notre pays. C'est ça, un des axes de réflexion que vous portez, de façon à dire à ces femmes qui veulent recourir à la PMA qu'il y a d'autres solutions, d'autres possibilités, ou ces possibilités ne sont pas pour elles. Si, bien sûr, ces possibilités sont pour elles. Je ne suis pas la seule à proposer cet axe de réflexion. Il y a quand même 350 000 enfants en France qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est donc un chiffre très important. Si vous estimez que chacun d'eux doit être accueilli par une famille, même une fois qu'ils sont sortis de l'aide sociale à l'enfance après 18 ans, les familles d'accueil continuent à avoir des liens avec eux. Je trouve que c'est une belle mission. Encore une fois, je ne conteste pas la générosité et le désir de s'occuper d'enfants de toutes ces femmes seules ou ces femmes en couple, ou même de ces couples hétérosexuels, parce que là, on met beaucoup l'accent sur l'ouverture de la PMA, mais nous, je remets en cause à titre personnel même la PMA avec donneur et les excès auxquels nous conduisent la PMA pour tous, pour même les couples infertiles aujourd'hui. Et concrètement, c'est quoi ce danger-là ? Je le saisis moins. La PMA avec tiers donneur, de la même manière qu'elle soit réalisée au profit d'un couple homme-femme ou d'un couple de femmes ou d'une femme seule, elle coupe de toutes les manières l'enfant de ses origines et de son lien de filiation avec son père biologique ou sa mère biologique dans l'un ou l'autre cas. Mais il y a quand même un papa et une maman, même s'il n'y a pas de substitution. Mais il n'y a aucune raison. Ça répond à vos exigences, papa, maman. Non, ça ne répond pas à nos exigences. Mon exigence, c'est que l'enfant ait le droit d'avoir accès et d'être élevé dans la mesure du possible par ses parents. Et quand on dit ses parents, on vise ses parents de naissance, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine de sa vie. Donc dans la PMA avec tiers donneur, à partir du moment où on a coupé le lien entre le donneur et l'enfant qui en est né, on a introduit le ver dans le fruit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier la PMA avec tiers donneur
et ensuite s'opposer, c'est une seule et même chose. Est-ce que vous comprenez le reproche qui va vous être toujours fait en vous disant « Mais Madame Sarton, vous ne regardez pas ce qui est aujourd'hui devenu la famille, les familles, comme dit Madame Rossignol, l'ancienne ministre. Il n'y a pas un modèle de famille, il y a des familles recomposées, les enfants ont des papas biologiques, puis après des papas qui les élèvent, d'autres papas, et finalement tout ça, comme dit la chanson, ça fait de bon français ». Oui, effectivement, aujourd'hui, on a une société qui a des familles, mais est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? C'est ça la question. La question, c'est quand on regarde l'enfant, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Aujourd'hui, on vous dit, si ces enfants éventuellement vont mal, ou si ces familles vont mal, c'est parce qu'on pose un regard négatif sur eux. Or, c'est totalement faux, c'est ce qu'on a dit pendant il y a 40 ans. On est une génération, vous et moi, un peu plus ancienne. Il y avait assez peu d'enfants divorcés, ou moins d'enfants divorcés. On disait que finalement, les enfants de couples divorcés, ils étaient malheureux non pas par la situation intrinsèque du divorce de leurs parents, mais à cause du regard que les autres portaient sur eux. Or, aujourd'hui, où il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des familles éclatées, séparées, ces enfants qui subissent la séparation de leurs parents, ils en souffrent tout autant. Pourtant, ils n'ont plus de regard accusateur. Là, on est dans le même paradigme, c'est-à-dire que les enfants qui sont privés de leur père ou de leur mère biologique, ils ont une souffrance intrinsèque, non pas à cause du regard qu'on porte sur eux, mais parce qu'objectivement, on les a privés d'un de leurs parents. Pour prendre une petite comparaison, récemment, il y a un documentaire qui a été projeté, et puis les commentaires se saisissent de la parole d'un des petits garçons qui dit « Je n'ai pas de père, ça ne me manque pas, je n'en ai jamais eu ». Donc tout le monde dit « C'est extraordinaire, il a une maturité formidable ». Mais c'est aussi l'exemple que je donne dans mon livre. Dans ce cas-là, on justifie la violation de tous les droits et libertés fondamentaux. Je vous mets en situation d'esclavage, votre enfant naît esclave, il n'a jamais connu la liberté, ça ne peut pas lui manquer, il ne sait pas ce que c'est. Je mets une personne en situation d'inégalité, son enfant naît dans une situation de servage, il est pour toujours domestique, sert sur un domaine, il n'a jamais connu autre chose, il ne peut pas en souffrir. Donc finalement, avec des raisonnements tels que cela, on peut supprimer et violer tous les droits fondamentaux des personnes. Le droit fondamental d'un enfant, c'est de pouvoir être élevé et de connaître ses deux parents de naissance. Et là-dessus, je crois qu'il faut toujours objectiver ce débat en disant, jusqu'à maintenant, on se polarise sans cesse sur l'intérêt des adultes, l'intérêt de ces familles. On montre qu'effectivement, il y a du bon chez elles, ce que je ne conteste pas. Mais est-ce que les droits des enfants sont violés, oui ou non? C'est la vraie question. Alors, dernière question, toujours un petit peu désagréable, mais néanmoins, il faut la poser. Vous avez, fait abstraction totalement dans cet ouvrage de tout aspect moral ou religieux, même s'il serait totalement respectable, mais ce n'est pas le but de l'ouvrage, si j'ai bien compris. Vous faites appel au bon sens dans la réalité. Ce bon sens, il n'est pas partagé. Et comment vous voyez ça? Comment une classe politique est réticente à voter contre la PMA, alors que c'est du bon sens. On pourrait trouver du bon sens à la France Insoumise, au Parti Socialiste, chez les Républicains, au Rassemblement National, alors que certains répondent, et très peu nombreux, à vos préoccupations. Pourquoi ce bon sens-là, il n'est pas partagé par l'ensemble de la classe politique? Bon alors, d'abord, j'aime bien le côté positif. Il y a quand même quelques parlementaires de tous bords qui partagent le point de vue, qui partagent la défense des enfants et qui partagent ce bon sens. Pour les autres, il y a sans doute la volonté d'être dans l'air du temps. On ne peut pas nier non plus qu'il y a une espèce de peur qui s'est développée on veut s'abstraire de tout jugement. Donc, je fais référence à nouveau à cette émission où il y avait un psychiatre qui l'a commenté. Il trouvait que tout était formidable. Il était, je pense, totalement sorti de son rôle. Si je vous brandis la menace de vous traiter d'homophobe, le débat est coupé. On ne peut plus réfléchir par rapport aux enfants, on ne peut plus réfléchir avec du bon sens, puisque de toutes les manières, on est considéré comme réactionnaire et homophobe. C'est le meilleur moyen de couper tout débat. Avant, on vous aurait traité, il y a quelques années, de fasciste. Maintenant, on vous traite d'homophobe. Donc, effectivement, un certain nombre de gens sont tétanisés par la peur de paraître rétrograde, de ne pas être dans le vent, de paraître porter un jugement. Vous avez parlé de morale tout à l'heure. Un des points principaux dans la morale, c'est de bien faire le distinguo entre les personnes et les actes. On peut poser un jugement sur un acte sans poser un jugement sur la personne. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que si vous posez le jugement sur un acte, qui est par exemple de dire quand vous privez objectivement un enfant de père, vous commettez une violence à son encontre,
on pose un jugement sur la personne qui éventuellement a fait le choix d'avoir un enfant seul. Or, c'est complètement différent. Je peux poser un jugement objectivé, de la même manière que si une mère interdit à son enfant d'aller à l'école parce qu'elle estime qu'elle est contre l'éducation, on pourrait lui dire « Madame, vous créez une violence à l'encontre de votre enfant a droit à l'éducation, pour autant, je ne serai pas en train de juger la personne. » Donc je crois que dans ce débat, ce qui est important, c'est de pouvoir dire les actes sont des choses. On peut poser un regard objectivé sur les actes. Ça ne remet pas en cause la personne. Ce n'est pas parce que je dis que c'est une violation à l'égard des enfants que je rentre dans un dialogue de haine comme on voudrait nous le faire croire. Après toute votre enquête, est-ce que la question qui se pose, et c'est la dernière en l'occurrence, c'est quand vous regardez la façon dont les promoteurs de la PMA agissent, est-ce que vous dites qu'ils le font par idéologie ou ils le font par intérêt financier? Qu'est-ce qui prédomine? Pour moi, c'est l'intérêt financier qui est allié à la démesure scientifique. Parce que les financiers seuls ne pourraient pas agir. Il faut qu'ils s'appuient sur les scientifiques. Et les scientifiques sont rentrés dans un esprit démiurgique, on va dire. C'est le vieux mythe de la mainmise sur l'homme, hein, depuis sa conception, sa détermination même, puisqu'aujourd'hui on veut trier les embryons. Donc c'est pas idéologique, c'est deux projets, l'un financier et l'autre technoscientifique démesurés, qui visent à prendre la place du créateur pour devenir soi-même créateur et déterminer les créatures. PMA, ce qu'on ne vous dit pas, beaucoup de choses encore dans cet ouvrage aux éditions Tekkie, un genre de vadémécum, un genre de glossaire pour avoir les arguments à présenter calmement à ceux qui sont la promotion de la PMA, puis demain de la GPA. Merci beaucoup, Olivier Merci de m'avoir reçu, merci pour ces questions. À très bientôt. À bientôt.